Retour dans la deuxième partie de La Voie libre spéciale univers avec nos invités, l'astrophysicienne Hélène Courtois et l'astronaute Michel Tonini. Nous a rejoint sur ce plateau Xavier Delphos. Bonjour. Bonjour. Vous êtes astronome à l'université Joseph Fourier à Grenoble et vous, votre spécialité, c'est les exoplanètes. Ce sont des planètes qui gravitent autour d'étoiles voisines, on va simplifier. La première exoplanète a été découverte il y a presque 20 ans, en 1995. Aujourd'hui, on sait que des planètes qui tournent autour d'une étoile, c'est monnaie courante. Il y en a combien aujourd'hui qu'on a détecté? Aujourd'hui, on est autour de 1700, mais ça change tous les jours. Parce que si les premières années, on en découvrait une de temps en temps, maintenant, on en découvre plusieurs centaines tous les ans, les méthodes s'améliorant. Donc, on va dire 1700, mais peut-être que demain, j'aurai tort. Alors, ces planètes, on est seulement capable de les détecter, même si on dit que ce sont des étoiles proches. On compte quand même, encore une fois, en années-lumière. D'une part, à l'œil nu, c'est pas possible. Et avec les télescopes, aujourd'hui encore, ce n'est pas vraiment totalement possible, ou en tout cas, c'est très compliqué. Donc, pour les observer, on ne peut pas les observer. Et comment est-ce qu'on les détecte ? Alors, on s'intéresse effectivement aux étoiles les plus proches de nous, les quelques centaines d'étoiles les plus proches de nous, sachant que dans la galaxie, il y a 300 milliards d'étoiles, donc c'est vraiment le proche voisinage. Et une des méthodes de détection qui a été le plus prolixe, c'est la méthode de la vitesse radiale. C'est-à-dire qu'en général, on imagine qu'une planète tourne autour d'une étoile. C'est ce qu'on voit là. C'est ce qu'on voit là. Mais en réalité, la planète a une masse, a une gravité. Donc elle attire l'étoile et elle fait faire un petit mouvement de rotation de l'étoile sur elle-même. On le voit là sur l'image, cette étoile qui bouge un petit peu, qui ne reste pas fixe au centre. Et donc c'est le mouvement de cette étoile qui fait dire qu'il y a quelque chose qui tourne autour. Tout à fait. Nous, on ne va pas détecter la planète directement, mais on va détecter ce mouvement de l'étoile en mesurant la vitesse de l'étoile. Et c'est la vitesse augmente, diminue, de manière régulière. C'est qu'une planète est en train de lui tourner autour régulièrement. Alors, on arrive à savoir également de quoi elles sont constituées, c'est-à-dire si c'est ou de gaz ou de roche. On a à peu près des pourcentages de cela? Alors pour ça, il faut une deuxième méthode. Cette méthode-là permet de mesurer la masse de la planète. Il faut une deuxième méthode, c'est on a l'étoile, on a la planète, elle tourne autour, elle peut tourner dans n'importe quel sens. Puis quand, par coup de chance, par bon goût, elle tourne pile dans l'axe de l'observateur, et bien régulièrement, la planète va occulter l'étoile, va en prendre une petite partie de la lumière de l'étoile qui ne va pas nous parvenir. Et suivant la fraction de la lumière qui est occultée, on peut déterminer le rayon de la planète. Donc si on a sa masse, on a son rayon, on a donc sa densité, et on peut savoir si elle est faite de roche ou de gaz. Donc comme ça, on a pu déterminer que les planètes les plus grosses, les planètes géantes de 300 fois la masse de la Terre, comme Jupiter, ces planètes-là sont faites essentiellement de gaz. Mais quand on tombe dans les planètes plus petites, qui font quelques fois la masse de la Terre, là on a des constitutions différentes. Certaines sont faites de roches. Certaines, on imagine qu'elles peuvent être constituées d'un énorme océan de plusieurs milliers de kilomètres qui les entoure, ou certaines peuvent être des petits Neptunes, c'est-à-dire un bloc de roche important et une enveloppe de gaz assez importante qui tourne autour. Donc là, pour l'instant, on arrive à détecter les plus grosses. On pourra bientôt les observer de façon plus précise. Alors, on est déjà capable de détecter des planètes de l'ordre de la masse de la Terre. On en a déjà détecté, mais on ne fait que les détecter pour l'instant. Ce qu'on aimerait maintenant, c'est les caractériser. Pas simplement mesurer leurs rayons, mais savoir ce qu'il y a dans leur atmosphère, quel gaz il y a dans leur atmosphère. Mais il y a aussi le fait de pouvoir les observer, même les plus petites, mais mieux. Alors, il y a également... Parce qu'il y a un autre projet, je crois, qui est au Chili. Il y a également le fait de faire de l'imagerie directe, c'est-à-dire de voir directement la planète à côté de ton étoile. Alors là, la difficulté, c'est le contraste en luminosité entre les deux objets. Jupiter, c'est 1 milliard de fois moins lumineux que le Soleil. Donc c'est un peu comme se placer sur un stade de foot, voir le spot très lumineux, essayer de voir la petite poussière qui est juste à côté. On se rend compte que c'est très compliqué. Il y a malgré tout des méthodes pour le faire, qui fonctionnent déjà depuis quelques années, avec un instrument qui s'appelle NACO, qui a été construit en partie à Grenoble, qui fait les plus grosses planètes de plusieurs fois la masse de Jupiter, donc c'est des très très grosses planètes, et assez loin de leur étoile. Et là, il y a un nouvel instrument, qui est de la même logique, mais nouvelle génération, qui est parti, les caisses sont parties au Chili, l'instrument est en train d'être monté et devrait faire sa première lumière au printemps, mai, juin. Et là, l'idée est effectivement de voir des planètes de la taille de Jupiter. Alors pas les petites de la taille de la Terre, là on ne va pas encore être capable de le faire, là ce sera la génération suivante, dans beaucoup plus de temps. Beaucoup plus de temps ou pas tant que ça? Pour vraiment les voir, c'est-à-dire voir l'étoile, la petite planète autour, ça peut être ce qu'on appelle l'ELT, qui est un télescope prévu dans les années 2025-2030, un télescope d'une quarantaine de mètres de diamètre, donc un géant. Par contre, en astronomie, on cherche toujours la ruse. Comment faire malgré les limites qu'on a? Et on a parlé tout à l'heure de ces planètes qui, par bon goût, passent devant leur étoile. À ce moment-là, il y a une partie de la lumière de l'étoile qui est bloquée par la planète, qui ne nous parvient pas, puis il y a une partie de la lumière qui passe dans la haute atmosphère de la planète. La haute atmosphère va absorber une partie de la lumière, mais pas tout.
Et suivant les couleurs qui vont être absorbées, on peut en déduire quelle est la composition de l'atmosphère de cette planète. Donc ça, on pense pouvoir le faire avec un télescope spatial qui s'appelle le JWST, qui doit être lancé en 2018, qui va être le remplaçant du Hubble Space Telescope. Et là, on pourrait... C'est le James Webb Space Telescope, c'est comme ça qu'il s'appelle. Et lui, donc, il va être capable de détecter l'atmosphère, d'analyser l'atmosphère si elle passe devant... Voilà. On pourra en faire quelques-unes, parce qu'il faut compter des jours d'observation pour avoir une analyse. Donc on ne pourra pas en faire des tonnes, donc il faudra choisir les bonnes en amont, les bonnes planètes qu'on veut détecter, qu'on veut étudier de cette manière-là. Et l'idée, c'est de voir qu'est-ce qu'il y a dans l'atmosphère de ces planètes. Est-ce qu'il y a du gaz carbonique, par exemple, comme dans l'atmosphère de Mars ou de Vénus? Est-ce qu'il y a éventuellement de la vapeur d'eau? S'il y a de la vapeur d'eau et que la planète est à la bonne température, on peut se poser la question, est-ce qu'il y a de l'eau liquide à la surface? Voir, est-ce qu'il y a encore autre chose, par exemple de l'oxygène? On sait que sur Terre, l'oxygène est produit par les plantes, il n'est pas produit naturellement. L'atmosphère de la Terre, s'il n'y avait pas de plantes, ce serait du gaz carbonique uniquement. Et donc du coup, là, on pourrait imaginer, on va dire, on arrive à voir ça, il y a de l'eau liquide, c'est important, il faut que la planète soit dans une zone où l'eau n'est pas trop froide, donc glacée, si elle est trop loin du soleil ou trop chaud, et l'océan, elle n'existe pas. Et il faut pouvoir analyser l'atmosphère. Ici, on trouve de l'eau liquide et de l'oxygène. Elle pourrait peut-être abriter la vie, c'est ça l'histoire. On pense qu'elle est le jackpot, alors après il y aura des discussions, il y aura à voir. Alors, on a déjà des éléments qui vont dans le bon sens. On vit une époque, ça fait très très longtemps qu'on se pose la question de la vie ailleurs dans l'univers, et on vit une époque formidable dans le sens où maintenant on commence à amener des éléments de réponse. Et notamment, on a déterminé récemment, et là c'est la bonne nouvelle, que si on regarde une étoile au hasard dans le ciel, elle a 50% de chance d'héberger une planète qui est un peu plus massive que la Terre, mais pas trop, et qui est dans ce qu'on appelle la zone habitable, donc qui peut héberger de l'eau liquide à sa surface. Et peut-être de l'oxygène. Alors ces planètes avec de l'eau liquide doivent être très nombreuses. Après, la question, une fois qu'il y a les bonnes conditions, est-ce que la vie se forme? Est-ce que c'est un impératif cosmique, comme dirait Christian de Duve, prix Nobel de médecine belge? Ou est-ce que c'est beaucoup plus hasardeux et qu'il faut une chance miraculeuse? Ça, on n'a pas encore la réponse, mais peut-être que d'ici 15-20 ans, on aura des éléments, peut-être même avant. Merci Xavier Delphos. La vie donc sur d'autres planètes, tout en programme, mais pour l'heure, celles-ci sont inaccessibles. Il faudrait des siècles pour y arriver. Michel Tonini, la vie, on la cherche déjà d'ailleurs sur Mars. Des petits robots sont en train de l'arpenter à la recherche de l'eau glacée et peut-être de bactéries. Concernant Mars et l'envoi de l'être humain là-bas, puisqu'il en est beaucoup question, il y a un projet qui s'appelle Mars One et qui propose à qui le veut de partir pour la planète rouge en 2024. Pour vous, c'est réaliste ou farfelu? Je n'ai pas envie de qualifier ce projet de réaliste ou farfelu. C'est un projet. Il est intéressant de voir que beaucoup de gens se sont proposés pour ce projet. J'ai même rencontré une Française qui est volontaire et qui a été sélectionnée pour ce projet. Mais c'est important de se poser la question sur le fait qu'il y a des gens qui acceptent de partir sans revenir. Chose qui était absolument impensable il y a quelques années. Moi, par exemple, je ne pourrais pas faire une mission pareille parce qu'on a des liens familiaux, on a des liens... terrestre, eh bien, il y a des gens, quand même, il y a beaucoup de gens qui sont d'accord pour partir sans revenir. Avec les risques que ça... Oui, parce qu'il y en a. Je veux dire, c'est un analyse simple, c'est presque ce que j'ai cru comprendre. Et puis, la vie, on le voit sur les images, c'est pas forcément... C'est pas Bora Bora, non. C'est pas Bora Bora, c'est beaucoup plus compliqué. Il faut se balader en scaphandre, les températures sont pas bonnes, il n'y a pas d'oxygène. Enfin, c'est pas simple. Donc... mais c'est vraiment implanter la vie terrestre sur Mars, recréer des arbres, recréer une civilisation sur Mars. Donc, certains y croient. On va parler de programmes spatiaux. Moi, j'y crois pas pour des raisons financières, parce que, en fait, il va falloir envoyer beaucoup de missions cargo pour aller sur place. Et si vous calculez le nombre de missions cargo qu'il va falloir faire pour réaliser la mission, plus les missions humaines, au total, ça risque de coûter plus cher que de missions aller-retour Mars-Terre. On va parler des programmes spatiaux dans les années qui viennent. Qu'est-ce qu'il y a dans les cartons des programmes spatiaux Alors aujourd'hui, dans les cartons, il y a l'ISS qui va voler jusqu'en 2025, dans lequel volent nos astronautes européens d'ailleurs, qui est un projet grandiose sur la base de 5 agences spatiales. Donc un projet que vous voyez en photo ici, qui a été fait entre 5 agences spatiales, dont l'Agence spatiale européenne, qui, elle, seule a 20 pays. Donc, c'est 24 pays qui ont fait ce Lego dans l'espace qui s'est bien enquillé l'un dans l'autre de façon parfaite, sans aucun grippage. Et pour le coup, c'est vraiment international parce qu'il y a une communauté internationale d'astronautes et de scientifiques qui travaillent à l'intérieur. Non seulement c'est international, mais dans cette maison internationale, nous avons notre maison européenne qui s'appelle Columbus et nous avons... notre vaisseau européen, ATV, qui va vers cette station, lancé par Ariane 5. C'est comme si vous aviez des amis qui avaient une belle maison de campagne au bord de la mer.
dans lequel vous faites une petite excroissance, qu'on appelle Columbus, qui est à vous, avec vos clés, vos expériences, vos matériels à vous, et vous y allez comme vous voulez, avec un ATV et avec une fusée Ariane 5. Elles ne sont pas forcément à but exploration spatiale, elles sont plutôt à but scientifique. Hein. Alors, oui, mais c'est lié, parce que la science que nous faisons dans l'espace, c'est de la science sur la recherche de médicaments, la recherche d'alliages, mais la science humaine. Par exemple, on fait des expériences sur l'ostéoporose, sur le déconditionnement humain dans l'espace, et donc on arrive à faire des durées de vie de plus en plus grandes. Rappelez-vous, il y a 50 ans, Gagarine volait, il faisait un vol d'1h30. Aujourd'hui, on fait des vols de 6 mois. On a même fait des vols de 1 an ou de 14 mois. Donc, et ces vols se font en toute sécurité. Donc on a acquis beaucoup de connaissances sur le déconditionnement de l'être humain dans l'espace et son adaptation dans l'espace. Donc on peut vivre de plus en plus longtemps. Et l'ouverture à l'espace commercial, c'est un autre thème. On va parler d'un projet qui vous tient à cœur, particulièrement une mission spatiale qui permettrait d'éviter que le ciel nous tombe sur la tête. C'est particulièrement gaulois, mais pourtant, c'est vrai. Ça existe. Dans les missions lointaines, il y a la mission lunaire qui est pas trop loin, mais qu'on a déjà fait. Donc on pourrait y aller pour des raisons énergétiques, parce qu'il y a de l'hélium-3 sur la Lune. L'hélium-3 peut donner de l'énergie de façon assez importante sur la Terre, mais enfin c'est assez compliqué. Mais dans les deux options autres que la Lune, il y a Mars ou l'astéroïde. Mars, c'est pour trouver la vie sur Mars, donc c'est une mission purement scientifique. Si on trouve de la vie sur Mars ou pas, ne va pas vraiment changer la sécurité immédiate de la Terre. Mais rappelez-vous, il y a 1 an, un astéroïde est tombé en Sibérie, et on peut très très bien envisager une mission d'êtres humains qui irait intercepter un astéroïde, qui irait y mettre des moteurs spécifiques un peu partout sur l'astéroïde pour repousser la trajectoire de l'astéroïde de la trajectoire de la Terre. Donc c'est un projet sur lequel travaille beaucoup l'association des Space Explorers, à laquelle j'appartiens, et on essaye de travailler sur cette mission, même sur des raisons politiques. Imaginez que l'astéroïde tombe sur la Terre, il va falloir qu'on dévie la trajectoire de la Terre, de l'astéroïde de la France vers l'Allemagne. Il faut qu'on ait l'accord de tous les pays qui sont sur la ligne de toucher de l'astéroïde sur la Terre pour qu'on puisse avoir l'accord global. Donc c'est pas simple. Mais c'est une vraie mission, c'est pas de la science-fiction. C'est un peu de la science-fiction aujourd'hui, parce que ça ne se réalisera pas. On ne sera pas capable de le faire avant 30-40 ans, parce qu'on a le même problème que sur Mars, on n'a pas la protection aux radiations. Aujourd'hui, on ne sait pas se protéger des radiations. C'est-à-dire que si on va sur Mars, il y a des rayons cosmiques, et quand on arrive, on est grillé, quoi, globalement. On peut, oui, c'est ça. 7 mois de voyage, on a faim, on est à point. C'est comme si vous passiez 6 mois dans un micro-ondes, c'est pas ça. C'est pas très ça. Bon, hélas, l'espace-temps est le même partout dans l'univers, y compris sur ce plateau. Donc il nous reste une toute petite minute pour conclure. Juste avant de se quitter, je rappelle que nos invités, donc Hélène Courtois et Michel Tonini, sont les parrains de l'exposition permanente Histoire d'univers, du Big Bang au grain de sable, une exposition vraiment novatrice dont vous êtes fiers, hein, Hélène et Michel. Ah oui, tout à fait. Oui. On a essayé de faire des choses en prenant les gens un peu à contre-pied parfois, mais pour leur inculquer de la physique. Hein. C'est vraiment un lieu d'éducation, d'enseignement qu'on a voulu créer. Donc les gens viennent visiter et puis en même temps, on leur apprend des choses. Tous les projets qui sont liés à l'éducation sont des projets qui sont extrêmement importants pour l'être humain, pour les Français, de façon à pouvoir apprendre. Et c'est en apprenant qu'on arrive à s'élever et qu'on arrive à être heureux. Donc oui, le planétarium et son exposition avec beaucoup de dispositifs interactifs comme on l'a vu d'ailleurs. Je me permets de remercier Simon Meyer, le directeur du planétarium et toute son équipe qui m'ont aidé à préparer cette émission. Merci aussi aux invités qui m'ont accordé un peu de leur temps et certains beaucoup pour m'éclairer sur leur vision de l'univers que j'espère avoir réussi un petit peu à retransmettre aujourd'hui. Vous pourrez retrouver cette émission sur nos sites internet Rhône-Alpes et Alpes que j'inclurai d'ailleurs des informations supplémentaires avec des liens pour vous documenter. Ce sera disponible dès demain sur Internet. Demain dimanche, justement, au programme la soirée électorale du 2e tour, dès 19h, dans les rédactions de Grenoble et de Lyon. Elles vous annonceront en temps réel les résultats de cette élection municipale. Passez un excellent après-midi sur notre antenne.